Yes, bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, de retour pour une autre Weekly Prep et disons-le, c'est des moments très intéressants qu'on est en train de vivre ensemble. Je veux dire, c'est pas une surprise nécessairement de voir qu'est-ce qu'on voit actuellement si vous me suivez depuis un moment, puis je vous dirais même, il faut remonter là, même à l'année passée, comme début 2024. Je vous avais mentionné là, mon intérêt pour regarder pour un retracement. Finalement, on a eu une année très strong, une année spectaculaire, mais entre autres due par quoi? L'année électorale américaine. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir cette année, en ce début 2025? Les risques qui étaient présents en 2024 sont toujours les mêmes, voire évidemment un petit peu accentués là, avec le temps. Mais ça reste que si vous, historiquement, vous regardez les années électorales côté US, c'est toujours des années où ce qu'on est extrêmement fort et très supporté. C'est comme si, on en discutait un petit peu plus tard, mais c'est comme si, qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment, aurait peut-être dû arriver un petit peu plus tôt. Et évidemment, c'est tout le contexte macro, etc., qu'on connaît. C'est quelque chose qui lag beaucoup. Et on est, comme j'ai mentionné récemment, à la croisée des chemins sur plusieurs éléments. Et c'est comme un mix qui est assez intéressant slash assez dangereux actuellement. Donc on va regarder ça ensemble aujourd'hui, on va en discuter peut-être un petit peu plus en profondeur qu'à l'habitude. On va revenir évidemment sur la semaine dernière qui a été call-out d'une façon assez spectaculaire et évidemment se préparer pour qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Donc comme d'habitude, on va commencer par un petit retour sur la semaine dernière. Sur la Weekly Prep, les grands points qui avaient été mentionnés, c'était que si la semaine avait déjà offert une big run, la session de vendredi ne m'intéressait pas beaucoup. Finalement, on a eu quand même beaucoup de volatilité. J'étais pas prêt à 100% à confirmer le downside, mais j'ouvrais la porte au début d'un bear market. Rappelez-vous, là, j'ai comme teasé un petit peu en disant, je mentionne le mot en B pour la première fois. Le timing était assez bien quand même. Watch le monthly close de mars, il devrait être retake rapidement en début de mois, c'est-à-dire le début de la semaine passée, c'est ce qu'on a vu. Le downside est très thin, dans le sens qu'il n'y a pas grand-chose en dessous des niveaux qu'on était et les lows de cet été pourraient être frappés très rapidement. Écoutez, on est allé de façon assez rapide. Watch le gap de dimanche, s'il ouvre under le low de 19,340, il va être crucial. Ça va être une référence bearish under, bullish over. On va le regarder sur le graphique tantôt. Mais ça a été assez joli pour framer des trades en début de semaine. Le void de référence en 1 heure est la dernière ligne de défense. Je favorise le downside, je suis bearish, mais watch le void de lundi-mardi avant de prendre une décision qui était combinée avec le H1 également. Et je mentionnais que plusieurs stocks étaient super intéressants pour du short. C'est le temps de prendre une shot, quitte à prendre un loss, mais je parlais principalement d'NVIDIA, Apple, AMD, Google, etc. Donc voilà, tous les niveaux qui ont été mentionnés. Puis là, je veux dire, je suis pas en train de braguer parce que c'était pas facile de mentionner ça. On l'avait vraiment bien framé overall. Mais à la limite, n'importe qui a donné un niveau down cette semaine a eu raison. Mais qu'est-ce qui est plutôt intéressant, puis je tire votre attention, c'est l'endroit du point de reversal qu'on a mentionné, ainsi que tous les niveaux qui ont été frappés par la suite. Je parlais du gold à 3020, 3000 pour du long. On ne s'est pas rendu là, mais on va le regarder sur le graphique également. Là, un très beau graphique, un très beau dip. Donc si on regarde le Nasdaq depuis le fameux gap ici, puis on va aller voir ça en 1 heure, qu'est-ce que je vous avais mentionné. C'était le potentiel d'avoir vu l'exhaustion gap ici et la session de vendredi, pas avant la fameuse weekly prep. La session super négative avant de fermer pas loin du swing low donnait vraiment l'impression qu'on voulait aller plus bas. Et je vous mentionnais, watch le gap, si on ouvre un gap à l'ouverture des futures, c'est littéralement lui que je vous avais tracé et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc directement sur l'ouverture des futures, on est venu puncher les premiers targets de la semaine qui étaient autour de 19 000. Donc on est venu se référer là-dedans avant d'amorcer un certain rallye. Ce rallye-là n'a pas été évident à trader, honnêtement. Mais j'attire l'attention sur l'endroit où ce qu'on a rejeté. Littéralement, le void de référence qui vous a été donné, c'est juste pour vous montrer à quel point il n'y a rien de laissé au hasard dans les marchés. Je le dis souvent, mais c'est bon sur tous les time frames. Puis littéralement, ce niveau-là, là, si vous regardez 19,803, c'est sur votre graphique ou sur mon graphique depuis 3 semaines. Depuis littéralement depuis le moment que c'est formé, je vous ai parlé de ce niveau-là et qui va être un point critique.
dépendamment de comment on interagit autour de ça, lorsqu'on a créé un void sur le breakdown, ça devient votre référence. Où ce qu'on a besoin de se référer, ça devient votre référence. Et regardez, on n'a jamais closé over it avant de domper complètement sur l'annonce des tarifs. Encore une fois, les tarifs, on va en parler, mais c'est pas nécessairement la raison de ce que vous voyez actuellement. Tout est une question de timing. Et encore une fois, il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard. Mais tout ça pour vous dire que c'est quand même assez joli. On a breaké ensuite Gap and Go qui était offert. Et là, ça a été le festival de juste fader. Puis pour vrai, oui, c'est super violent. Tu sais, si on regarde le Daily Chart, c'est une méchante débarque. Là. Mais ça a été tellement précis, honnêtement. Jeudi, vendredi ont été des sessions exceptionnelles. Tout a été vraiment, vraiment très précis. Des belles sessions à day trader. Je sais qu'il y en a plusieurs qui en ont profité dans le groupe cette semaine. Puis c'est vraiment super de voir cette compréhension-là. Malgré que ça baisse ou que ça monte, peu importe, le but, c'est de comprendre et d'avoir un système qui fonctionne. Donc, le Nasdaq a été vraiment beau. Et qu'est-ce qu'on a fait? Je vous mentionnais que le downside était vraiment thin en dessous de où ce qu'on se situait et qu'on devrait aller chercher les lots de cet été relativement rapidement. Ben, c'est pas mal ce que j'appelle de la vitesse, honnêtement. Du côté du SP500, c'est très similaire. On est venu également chercher les lots de cet été de façon super violente une fois qu'on a take out, une fois qu'on a perdu le swing low avec consistance. Donc, First Rally, lui aussi, si on le regarde en une heure, là, le void de référence a fait le travail. On est venu le chatouiller un petit peu over it, faut quand même l'accepter. Le Nasdaq était principalement la référence. On est venu balancer cette zone-là. Une fois que ça a été balancé, on a eu le go pour dropper. Le dollar US a été vraiment intéressant pour une rare fois, évidemment, là, dans ce genre de volatilité-là. Il s'est mis en marche. Je vous parlais de l'importance de ce void-là en une heure, la structure qui commençait à flancher un petit peu. Tant qu'on holdait ça, c'était quand même intéressant. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Gap and go également en dessous de la consolidation pour aller smasher vraiment de façon assez violente toute cette imbalance-là ici. Encore une fois, même avec le rebond de vendredi, c'est encore quand même difficile de le framer sur une plus longue période, mais le bias devient clair pour moi, puis on va en discuter un petit peu plus tard tantôt. Même chose avec l'euro. L'euro est un petit peu plus clean, honnêtement. J'aime beaucoup le fait qu'on n'ait pas. J'attire votre attention sur. Tantôt, je vous parlais la semaine passée de comment on interagit avec le low sur Nasdaq. Vous avez vu comment on interagit. On a gapé et on a go. On a vraiment breaké et on s'en est éloigné rapidement. Si tu regardes l'euro, c'est exactement la même chose. Ce swing low-là est important. Qu'est-ce qu'on fait? Lower low, bounce, lower low. On ne prend pas d'expansion. On s'en va se référer dans notre void, dans daily, avant de OK, on quitte ça. Donc, c'est pas nécessairement tous les swing high, tous les swing low qui sont importants. Mais quand tu es capable d'identifier lequel et comment tu veux réagir autour de ça, ça peut parler beaucoup. Donc, initialement, quand tu vois là, le fait qu'on gosse là-dedans et qu'on ne prend pas d'expansion, ça ne veut pas dire de long sur un lower low, mais ça veut probablement dire de ne pas shorter ça. Et c'est un peu ce qu'on a vu là-dessus. Le VIX, le fameux VIX, j'en ai parlé beaucoup la semaine passée. Je vous parlais des divergences qui étaient weird. Je vous mentionnais que c'était comme un make or break là, parce que cette volatilité-là qui est compressée à des niveaux exceptionnels, si ça se réalise, le VIX va exploser. À l'inverse, les indices vont partir en V-shape complet, que je n'excluais pas complètement de la partie la semaine passée, mais clairement, là, le VIX nous a démontré le désir assez rapidement de vouloir s'envoler, et c'est un méga strong close, là, over 45, un close over 45 pour la première fois depuis... Il faut remonter à 2020 là, pour avoir vu des closes over 45. Rappelez-vous, 2022, le bear market le plus plate de l'histoire des bear markets. Qu'est-ce que je vous mentionnais? Regardez le VIX en 2022, comment qu'on a juste grindé lower. Donc, on n'a jamais eu d'expansion en 2022 de la façon qu'on le voit ici. Je vous parlais jusqu'à maintenant que ce que le VIX faisait et le downside des indices ressemblaient beaucoup à 2022 jusqu'à la semaine passée. Pourquoi? Parce que la volatilité faisait des divergences avec les indices. Mais là, on a quelque chose de beaucoup plus sérieux. Je le répète encore une fois, le spike de cet été, là, ça, c'est un peu nébuleux. Je ne considère pas tant que ça, ce spike-là. Parce que si tu regardes les futures sur le VIX, on n'a jamais vu on ne l'a pas vu aussi haut que ça. C'est un peu difficile à avoir cette hauteur-là sur le VIX. Sans dire que je ne le crois pas, là, je veux dire, c'est le graphique là, printé, mais c'est quand même assez tricky de le voir à quel point il est allé élevé. Et en ce moment, même si on a l'air, hey, on est loin du high de cet été, honnêtement, là, ce genre de close-là sur le VIX, c'est relativement rare. On le sait, le VIX, généralement, spike
et fade assez vite. Là, on a closé au low of the week ou presque, et le VIX a spiké en fin de session. C'est assez spectaculaire quand même de voir ça. Donc voilà pour le petit retour un peu plus long qu'à l'habitude, mais honnêtement, je pense que ça vaut la peine. Puis vous allez voir que dans le outlook qu'on va faire, ça va peut-être être un petit peu moins technique, mais plutôt, je vais vous donner mon outlook, mais je veux dire, après une run de comme 20% down, qu'on a corrélé pratiquement parfaitement, c'est un peu tough de dire exactement c'est quoi la prochaine étape, surtout dans cette volatilité-là. Donc voilà. On va regarder quand même du côté du calendrier économique parce que ça l'a été et c'est encore une fois cette semaine une semaine assez importante. Puis, tu sais, j'attire votre attention, mettons, vendredi passé, on avait le non-farm payroll. Oui, ça fait partie des 3 événements critiques qu'on surveille, mais comme on n'a pas vraiment vu d'impact là-dessus. À la limite, ça nous a aidé à framer des trades intéressants. Mais tu sais, dans cette volatilité-là, les événements à ce moment-là, oui, ils vont avoir une volatilité qui va être incroyable, mais c'est quand même un environnement où vous devez être prudent en tout temps. Là, fait que, autour de ces événements-là, ça se trade quand même. Il faut juste être prudent, évidemment. Donc, cette semaine, Consumer Credit en fin de journée. Donc, lundi, il n'y a pas vraiment de nouvelles. C'est quand même une session qui va m'intéresser, considérant la volatilité actuelle, évidemment. Fed Speaker mardi, Fed Minute Meeting à 14 h mercredi, 10 Years Note Auction également à 13 h qui pourrait être intéressant, surtout dans l'environnement actuel. Jeudi, on a un CPI, donc évidemment, ça va être important de regarder ça avec les tarifs, etc. Vous connaissez mon opinion là-dessus, mais c'est un peu, puis je vais faire un bout de chemin là-dessus maintenant, c'est pas mal la pire situation qui peut arriver actuellement parce que là, on a un contraste énorme entre la Fed et directement qu'est-ce que, exemple, Trump mentionne. Trump commence déjà à mettre de la pression sur J-Powell pour couper les taux plus rapidement que qu'est-ce qui est planifié pour l'année. Mais on est également dans une situation où ce que le PCE démontre un signe clair que l'inflation est de retour. Et avec les tarifs, je ne crois pas qu'on est dans une situation où ce que l'inflation va revenir aux objectifs. C'est plutôt le contraire. Je le mentionne déjà depuis 1 an et demi, 2 ans. Oui, je suis peut-être late dans le processus, mais c'est quelque chose qui lag beaucoup. Et en ce moment, je pense qu'on est là. L'inflation est en train de uptick et de revenir en force alors que le marché chute. Et ça, c'est un contraste qui arrive généralement pas très souvent parce que si la merde pogne un peu sur les marchés, on a tendance à rapidement tomber en easing, injecter, etc. Sauf que quand on fait ça, généralement, l'inflation n'est pas un problème. En ce moment, on combat ce même problème-là depuis 2020. Qu'est-ce qu'on a causé avec ça? Et on a tellement été late à réagir que c'est comme si ça lag, exemple, de 2 ans. C'est pas nécessairement un nombre d'années, là. Mais quand on a commencé à réagir, c'était pratiquement confirmé qu'on allait avoir une deuxième vague. C'est un peu la façon de voir les choses que j'ai personnellement. Oui, on a réussi à ramener ça sur les objectifs, pas aussi bas, et là, on revient dans un environnement un peu qui suggère l'inflation, avec un nouveau président US, des coupures un peu partout qui changent complètement la façon de faire du commerce international. Donc, c'est des situations qu'on n'a jamais vraiment expérimentées et c'est pas très favorable à un CPI qui redescend ou une inflation qui revient sur les objectifs. Donc en ce moment, on est comme vraiment pris au piège entre ces deux choses-là où ce que, OK, si le marché commence vraiment à vraiment, vraiment mal se porter, qui est déjà en mauvaise posture, comment on arrête ça? Alors que généralement, la seule façon de faire, c'était d'injecter et de tomber en easing. Si on fait ça, alors que l'inflation est déjà en train de remonter, on tombe dans une situation qui est vraiment, vraiment, vraiment pas très favorable. Donc, le CPI va être super important cette semaine. Pourrait sparker, à mon avis, soit un leg up ou down, dépendamment de de quelle façon il sort. Mais assurément, il va y avoir beaucoup d'attention là-dessus. On avait également J-Powell qui prenait la parole vendredi dernier et il a réitéré le fait que non, malgré la pression, il gardait son forecast de 2 cotes en 2025 et qui n'était pas prêt à commencer à easer tout de suite. Ça peut flipper très rapidement, là, surtout avec la pression possible qui peut venir de ça. Mais tout ça pour vous dire que je voulais vous expliquer un petit peu le contexte et la façon que je le voyais, mais c'est un peu ça le point. Donc, jeudi, CPI qui va être assez important côté US. Et on a le PPI vendredi, Michigan Consumer Inflation, Consumer Expectation, Consumer Sentiment. Donc, des belles nouvelles également. Dépendamment de où ce qu'on se situe dans la semaine, vendredi serait également une session qui m'intéresse un petit peu moins personnellement. Donc, voilà, c'est où ce qu'on en est sur le Nasdaq. Maintenant, si on regarde un petit peu plus d'un point de vue technique, qu'est-ce qui nous attend pour la semaine?
Je commencerai par vous dire que c'est. Tu sais, initialement, je mentionnais ça ressemble un peu à 2022. 2022, regardez en monthly comment qu'on avait. Tu sais, c'était, comme j'ai répété souvent, c'était un bear market qui était extrêmement plate. Vraiment, là, c'était laid. On a fadé pendant beaucoup trop longtemps pour pas beaucoup de pourcents. En ce moment, là, déjà, la monthly chart, encore une fois, avril, qui est le mois ici, est très, très, très jeune. Mais on voit clairement l'agressivité qui est différente de ce qu'on a vu précédemment. Par contre, quelque chose qui est intéressant, si on regarde un FIB avec le swing low de 2022 et ce high-là, il n'y a, a pas rien de complètement fou à paniquer maintenant. On est autour d'un retracement de 50%, d'un leg qui a été spectaculairement fort. Donc, on est dans des sweet spots. La seule chose qui est quand même assez dangereuse, puis je n'ai glissé un mot en début de session, puis ça c'est mon opinion personnelle, mais c'est le contexte économique, mais également le contexte international. Puis encore là, on n'est pas en train d'essayer de timer des Black Swan comme... On time le market d'une façon assez spectaculaire, de façon hebdomadaire, mais aussi quotidiennement. Mais je ne vais pas pousser la loc à dire, OK, on va commencer à timer des Black Swan Events. Là. Si vous faites ça, puis ça me fait penser, j'ai vu justement sur Twitter, Robert Truc, là, qui a écrit le livre Rich Dad Poor Dad, est en train de claimer qu'il l'avait call out, ce pullback-là. Je veux dire, ce gars-là, il call out des crashs depuis genre 25 ans. Puis là, à un moment donné, il y a deux Red Candle en monthly. Le marché est encore up à peu près 500% depuis la première fois qu'il a call out un crash. Puis il est en train de prendre le crédit pour qu'est-ce qu'il a dit. Je veux dire, j'irai pas là-dedans, là, dans le sens qu'on n'essaye pas de timer quoi que ce soit. Mais il reste que la situation overall est quand même un petit peu plus dangereuse qu'elle l'a déjà été. Et là, encore une fois, ce week-end, des nouvelles avec l'Ukraine qui accélère, la Chine qui commence à s'en mêler. Rappelez-vous combien de fois je vous ai parlé du risque de Chine et Taïwan. Si jamais ça l'arrive, ça commence à vraiment être des changements qui sont drastiques et non pas juste des événements qu'on a déjà vécus il y a de ça 10, 15, 20 ans. Donc, encore une fois, il n'y a pas de peur actuellement. C'est toujours le cas. À chaque fois que ça commence à baisser, le monde panique et on commence à amener des points qui font vraiment peur. Je vous les présente. Je ne vous dis pas que je ne vous donne pas nécessairement plus de jus que ça là-dessus, mais je pense que quelqu'un qui est informé est quand même quelqu'un qui est en meilleure posture que quelqu'un qui vit complètement dans le déni et qui croit que c'est vraiment juste un retracement comme tous les autres. Je ne dis pas que je dis pas que c'est impossible, mais je vous dis juste d'être quand même conscient des risques en ce moment. On a un retracement d'autour de 50%. Sur la monthly chart sur Nasdaq, j'attire votre attention sur la chandelle du 1er novembre 2023, qui est celle qui a breaké le high précédent. Donc, j'aime le void ici comme prochaine référence. On va aller voir sur la weekly chart. On a un low également qui fit avec ce void-là. C'est également une méga imbalance en weekly. Je ne la tracerai pas au complet. Je vais parler de celle-là en monthly. Mais c'est une zone de référence assez importante. Et si maintenant on flippe sur la daily chart, on va remarquer que ça, encore une fois, comme je vous mentionnais, il n'y a pas grand-chose ici vers les lots de cet été. C'est un peu la même situation. C'est ce qui me rend un petit peu plus prudent dans ce qui est en train d'arriver parce que ça a tellement réagi rapidement ici là, qu'il n'y a pas grand-chose. Si ça se met à fader, un peu comme on a vu jeudi, vendredi passé, ça peut aller très vite dans ces niveaux-là. Et également sur la suite. J'attire votre attention sur le double bottom à 12 718. Évidemment, on ne parlera pas de ça cette semaine, mais si jamais ce bear market-là veut se concrétiser, honnêtement, je pense que c'est une possibilité au cours de l'année. Et évidemment, ça ne sera pas straight down. Attendez-vous cette semaine, puis les prochaines semaines, vous allez avoir des up des journées green de 4, de 3-4%. C'est normal de voir ça. Et ça ne veut pas dire qu'on est en train de V-shape et de retourner all-time high. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas non plus, mais soyez conscient de la volatilité et dans quoi vous êtes en train de travailler actuellement. Je vous invite à être extrêmement prudent. C'est pas parce que ça bouge en malade qu'il faut faire les malades. Vous allez voir sur les réseaux sociaux partout des gens qui snapent des runs incroyables, qui font des profits qui sont incroyables, mais vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Donc soyez prudent dans ces moments de volatilité-là. Vous allez voir, c'est là que vous allez voir le plus de niaiseries qui existent sur les réseaux sociaux. Assurez-vous de suivre des gens qui sont fiables, des gens qui montrent la réalité et pas juste des méga gains alors que tu ne connais pas l'inverse. C'est ce qu'il y a edgé avec un funnel account et blablabla. Il y a des opportunités incroyables pour faire du gros cash en ce moment, mais il faut quand même être réaliste et être défensif. La protection du capital est toujours la clé. Donc maintenant que je vous ai parlé un peu plus, là, désolé, c'est une prep un peu plus de discussion versus des niveaux spécifiques parce qu'on a déjà timé un peu, si je peux dire ça comme ça, la run de l'OPEX de février.
le point pivot de l'Opex de mars. Et si, je mentionnais, si ça veut aller plus bas, c'est les lots de l'été qui vont être attaqués très rapidement. On parle quand même d'un mouvement de 20% en un mois et demi, 2 mois qu'on a réussi à planifier de façon excessivement précise. À un moment donné, je suis quand même bon pour vous le rappeler quand j'ai raison, mais à un moment donné, là, comme quand c'est frappé ce genre de niveau-là, on parle quand même d'avoir effacé 1 an plus de profit sur le Nasdaq. Je ne peux pas vous dire exactement ça va être quoi la suite. J'ai des niveaux à surveiller. On va les regarder en 1 heure. Mais c'est comme, sont loin. Cette semaine, on pourrait parler du void de référence ici qui va être, à mon avis, très important. Si on va là-dedans first, je pense qu'on peut retourner plus bas. Mais c'est 5% plus loin. Donc, comprenez une chose, là, vous n'avez pas besoin d'avoir raison bien longtemps dans ce genre de marché-là. Faites-vous des plans avec un target. Exemple que vous targetez le void de référence ici. Vous targetez une run de 4,5-5%. À l'intérieur de ça, allez-y vers des highs locales, des swing highs faciles à aller chercher. Fait que même si vous êtes wrong sur l'objectif ultime, vous allez avoir raison sur des petits targets easy qui, dans cette volatilité-là, sont frappés up, down. Et il y a beaucoup de trades actifs à aller chercher dans ce genre de conditions-là. Donc, honnêtement, pour cette semaine, c'est sûr que l'open de ce soir va être très importante. Si on a encore un gros gap down et qu'on veut follow through, pour vrai, là, regardez, on va zoomer out, là. Vous voyez les 64 lignes bleues que j'ai marquées là avec gap? Mais regardez cette run-là. Comment qu'il n'y a rien. Tout est à balancer là-dedans. Ça, c'est fuck all. Ça, c'est fuck all. Ça, c'est fuck all. Donc, comme on a une stretch, là, sérieusement, on est dans un sweet spot. On a comme un 10% qui avait monté super agressivement vers la fin de l'année. Rappelez-vous, je vous en ai souvent parlé. Puis là, probablement que ça va être la weekly prep qui va avoir le moins de taux d'écoute, de rétention que j'ai fait parce que je déroge puis je vous parle un peu plus d'opinion. Mais ce fameux mouvement-là, on en avait parlé beaucoup. C'était quoi? C'était un petit peu la même chose que qu'est-ce qu'on est en train de voir actuellement. On avait un OPEX critique et on n'a pas réussi à prendre l'expansion en dessous, alors on a snappé back vers la fin de l'année. Donc c'est une run de octobre à décembre, qui est ici, un peu plus haut. Donc à décembre, on avait monté comme, vous voyez là, de 20% en 2 mois. Donc, si tu montes de 20% en 2 mois, là, un peu comme on vient de descendre de 20% en 2 mois, ça laisse énormément de place quand tu y retournes. C'est généralement relativement rapide. Donc, je vous dirais là, qu'on est quand même dans un moment assez pivot, dans le sens que si on se met à attaquer toutes ces gaps-là, puis je vais juste vous les montrer pour que vous compreniez qu'est-ce que j'ai tracé, là. Si on met les heures régulières, là, vous voyez tous les trous dans le graphique que vous avez là? Ici, c'est rien. Ça n'a jamais été tradé durant les heures régulières. Ici, c'est rien. Ça n'a jamais été tradé. Ici, ici, ici. Donc, je vous dirais quasiment là, un tiers du price action de cette run-up-là d'octobre à décembre, c'est des gap-up. Donc, si on se met à fader là-dedans, ça pourrait aller excessivement rapidement. Encore une fois, la réaction, comment que le gouvernement va gérer ça, est-ce que la Fed va intervenir plus tôt que tard? C'est des choses qui sont possibles, mais c'est quand même des moments où ce que la prudence doit être de mise. Et essayez pas d'attraper un falling knife, comme n'essayez pas non plus de shorter trop heavy dans ce genre d'extension-là. Long terme, ben, écoutez, c'est jamais une mauvaise idée d'acheter pour du long terme sur des pullbacks. Est-ce que je pense qu'on a frappé un bottom? Je ne crois pas. Mais ça reste que c'est quand même des niveaux intéressants pour commencer à adder. Donc, c'est pas mal ça. J'ai pas vraiment de niveau à vous donner. Le void de référence ici, le gap and go, évidemment, de mercredi passé. Sinon, le void en monthly serait mon premier objectif cette semaine. 16,640 serait le deuxième. Et par la suite, il faut absolument supporter là-dedans. Sinon, on va aller attaquer clairement ce lot-là là, qui semble quand même 10%. C'est assez loin, là. On verra. Donc, ça serait pas mal ça pour le Nasdaq. Si on regarde du côté du SP500, c'est similaire. On va vous montrer une monthly chart. Peut-être un petit peu plus facile de le lire, si je peux dire. J'aime beaucoup le gros void en monthly qui inclut 2 chandelles sur le break ici. Donc, autour de 5000 jusqu'à 4008, là. C'est un sweet spot que j'aimerais le voir se référer cette semaine avant de prendre une décision, si je peux dire ça comme ça, là. Donc, swing low ici. Beaucoup d'imbalance là-dedans également. On va regarder la daily chart.
c'est la même chose que le Nasdaq. Il n'y a pas grand-chose là-dessus. C'est sûr que ce genre de double bottom-là, là, ça m'intéresse beaucoup. Juste en haut de ce void-là en daily. Donc, il y a de la place. Assurément, mon focus, le bias est bearish, ça c'est 100% certain. Mais pour vrai, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros bias en daily pour réussir à day trader dans ce genre de volatilité-là. La semaine passée, la majorité de mes trades étaient faites long, by the way. Scalper 50-60 points ultra rapidement, get the fuck out, puis ça paye bien. C'est juste qu'il faut être discipliné. Si on regarde en 1 heure, c'est un peu la même chose, void de référence. Par la suite, le void en monthly, daily. Je n'ai pas tracé les gaps sur IS, vous pouvez faire l'exercice. C'est tous des niveaux qui vont être assurément à surveiller. C'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner sur Nasdaq. Au courant de la semaine, vous voulez voir comment, puis surtout demain, là, en fait, l'ouverture ce soir et demain, je veux voir comment on va travailler autour de ces lots-là. Donc, j'aimerais qu'on crée un void, mais tu sais, j'aimerais ça qu'on ne le crée pas. Ben là, tu sais, évidemment, c'est pas là, là. Si vous comprenez, là, si, mettons, ce soir ou demain, là, on s'en vient balancer ça au complet, ça pourrait, à mon avis, être une semaine où je favorise le upside, si jamais c'est le cas. Qu'est-ce que j'aimerais voir pour demeurer vraiment bearish, c'est qu'on crée un void sur le breakdown, qui englobe ça et qu'on laisse ouvert. Donc, tu sais, peut-être que lundi ou mardi ou peu importe, là, on donne un certain rally parce que ça serait quand même assez commun de voir un bounce assez agressif. J'aimerais qu'on crée quelque chose, ce void-là deviendrait une référence pour un autre leg. Généralement, là, on a souvent tendance à avoir 3 big legs dans ce genre de breakdown, décrochage complet-là. Donc, je ne serais pas surpris qu'on ouvre avec un autre gap down et qu'on donne un big punch en début de semaine. Si c'est le cas, après ça, je deviendrais vraiment prudent, vraiment en mode scalping 100%. Là. Puis même le long pourrait se jouer à l'occasion. J'attire votre attention sur quelque chose qui me rappelle, vous voyez ce genre de breakdown-là. Là. 1, 2, 3. C'est généralement comme. C'est souvent ce qu'on a tendance de voir dans 1, 2, 3. Quand c'est des gros gap and go, là, souvent tu as 3 legs avant de trouver quelque chose. Je ne suis pas en train de call out un bottom du tout, mais c'est sûr que si jamais on fait un méga V-shape à partir de là et qu'on trouve une consolidation, dépendamment du timing, ça pourrait être intéressant. Dernier point, avant de couper cette prep-là qui semble être interminable, on rentre dans une fenêtre pré-OPEX, donc 2 semaines avant l'OPEX d'avril. Est-ce que je dis n'importe quoi? Ça se pourrait? Non, c'est ça. On rentre vraiment dans cette fenêtre pré-OPEX-là. Donc, on a peut-être un peu plus de support. Je ne suis pas en train de dire que ça va être du long no-brainer qu'on va prendre, au contraire. Mais techniquement, les flots devraient offrir un minimum de support cette semaine. Du côté du dollar US maintenant, ça va être assez intéressant de le voir, puis je vous dirais même que ça va être très intéressant de surveiller ça. Bigger pictures, c'est sûr que si tu regardes la weekly chart, même la monthly chart, ça devient impossible pour moi de ne pas favoriser ces niveaux-là. Donc le bias est officiellement bearish là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il serait bearish pour cette semaine par contre. Pourquoi? Ben, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, j'aimerais qu'on trouve pas d'expansion là-dedans. J'aimerais ça qu'on gosse là-dessus ou qu'on le punch et qu'on réagisse pour un autre leg. Ça serait mon focus. Mais ça serait pas impossible qu'on vienne puncher un higher high ici. Et il faut garder une chose en tête. En ce moment, je suis en train de peut-être dire, OK, dollar up, alors que les indices sont turbo down. Ça serait le meilleur des mondes, right? C'est juste qu'en ce moment, c'est complètement déconnecté parce que le fondamental drive le show. Et là, tu as dollar down, indice down, yields down. C'est un peu plus complexe de trouver des comparatifs et de jouer en market backing avec ça. Et c'est personnellement une de mes forces. Alors, ça l'accroche un petit peu là, pour moi, le dollar US actuellement. J'ai un petit peu plus de difficulté à le prévoir 1, 2, 3 jours d'avance. En ce moment, c'est plus 24-48 heures. Mais c'est tout ce que vous avez besoin anyway. Mais c'est sûr que si le dollar redevient vraiment strong, ça ne serait pas impossible. C'est juste que d'un point de vue structural, là, ça serait quand même assez spectaculaire que ça hold et qu'on ne va pas attaquer le chiffre 100. Du côté de l'euro, évidemment, ça va être à surveiller également. Je ne suis pas un fan de la rejection. On a quand même, regardez, c'est vraiment beau là, sur la monthly chart, fake out à l'intérieur du void. Weekly chart, on est venu balancer cet imbalance-là. Et en ce moment, on a rejeté, mais j'aime quand même qu'on ait réussi à closer over le break. Donc, le reste de la semaine va être intéressant. Évidemment, ce swing low-là va être critique. C'est sûr que si on vient perdre ça, je ne m'attends pas nécessairement à ce que ça fasse ça. Là. Je voudrais vraiment le voir supporter ça pour rattaquer les highs ici. Sinon, ça va être le scénario où le dollar US va reprendre la force, à mon avis.
Le VIX, vous voulez le surveiller de vraiment très près parce que 45 c'est élevé, là, mais on peut se rendre à. Comme ça peut aller vraiment vite à ces niveaux-là. Et comment de fois depuis 2, 3 ans que je fais des weekly prep à toutes les semaines, comment de fois je vous ai parlé que le régime de volatilité actuel était beaucoup plus complexe que dans le passé, que la volatilité est compressée, que les gens jouent au casino avec ça en vendant des options, en pensant que c'est easy money. Et ils ont raison, c'est extrêmement easy money pendant des longues périodes de temps. Mais quand ça vire de bord, dans une situation où la volatilité est compressée, il y a beaucoup de gens qui se font prendre la main dans le sac. Et là, ça cause ce genre de spike-là. Et j'ai vraiment hâte de voir si on peut poursuivre là-dessus. Si on peut poursuivre là-dessus, là, pour vrai, les targets que je vous ai donnés down là, sur les indices, ça peut aller vite. Ça peut. Honnêtement, on n'a pas eu de limite down, mais ça pourrait arriver. Comme je vous ai parlé du niveau critique qui est à 10% sur Nasdaq qui semble loin, ça peut arriver en une journée, littéralement. C'est pas ça que je m'attends, ça se peut que je m'attends, pas que je m'attends pas à ça, mais tout est possible dans ce genre de volatilité-là. Et il y a des choses que vous avez probablement jamais expérimentées, surtout si ça fait pas très longtemps que vous êtes dans le marché, si vous n'avez pas connu 2020, si vous n'avez pas connu 2018. Soyez prudent. Là. Oui, ça se peut que vous ayez des heures d'écran en arrière de la cravate depuis, mais c'est pas une situation qui est commune, qu'est-ce qu'on voit actuellement. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Du côté des yields, j'en ai une couple qui m'ont dit, hey Matt, me semble que tu parlais des yields à 5%, tu voyais les yields aller plus haut. Oui, à 100%. Mais si tu regardes ce qui est en train de se passer ici, c'est 100% legit. Parce que on est en train si l'inflation revient, on anticipe quoi? On anticipe qu'on coupe pas juste l'inflation, mais si le marché va pas bien, etc., on anticipe qu'on va couper les rates. Donc, si on coupe les rates, les yields vont dropper. Le problème, c'est l'inflation à travers tout ça. Et je continue à penser qu'on va revoir un leg. Peu importe, ça peut que ça soit long, ça se peut qu'on fasse des lower low first, mais si l'inflation revient attaquer de façon assez violente sur une deuxième vague, attendez-vous de voir les yields rocket ship, un peu comme on a vu dans le passé. Donc là, c'est un outlook un peu plus loin, mais c'est intéressant de voir qu'est-ce que les yields price in actuellement. Donc, surveillez ça. Du côté des large caps, écoutez, j'avais parlé la semaine passée là, que shorter dans ça, c'était pas mauvais parce que de un, on était dans un sweet spot et de deux, on était encore même dans le début d'un mouvement. Vous voyez ce que ça donne, le gap and go, gap and go, gap and go. Il y a des titres qui se font complètement défoncer. Je serais prudent avec les large tech particulièrement. Il y a certains large caps qui sont vraiment intéressants. Entre autres, Oxy. Là, je sais que le pétrole a mangé une méchante volée. Mais je ne peux pas passer aux côtés de ce setup-là pour de l'accumulation très long terme, disons-le comme ça. Mais c'est vraiment, à mon avis, un setup qui peut être juicy. Pas en swing parce que c'est trop tight en ce moment. Mais je trouve que c'est vraiment un beau setup. Sinon, Nvidia demeure un de mes focus sur le short side. Je trouve qu'il était slow jusqu'à date. Je pense vraiment qu'il peut accélérer vers 75, qui serait mon objectif premier. Si je reviens à Apple, on a un gap qui traîne ici, qui est probablement le prochain objectif autour de 180. Également, AMD, on a frappé mon target qui était 92,50. À partir de là, ça commence à pas être très joli, mais il y a peut-être le mini gap ici qui pourrait m'intéresser. Je serais patient, je serais prudent. Personnellement, j'aimerais mieux shorter les indices que les stocks actuellement. Parce qu'éventuellement, dans un rebond ou dans une accélération, on va avoir des divergences se mettre en place. Et là, tu ne veux pas être dans le mauvais titre. Donc, c'est pas des mauvaises. Il va y avoir des opportunités, assurément, là, mais je serais quand même prudent avec ça. Sinon, Google également, que j'avais mentionné, là, qui était dans la première portion de son move down. On vient d'attaquer mon target qui était le gap. Surveillez comment on prend de l'expansion en dessous de ces niveaux-là. Et je finirai avec Amazon qui est quand même en difficulté également. Là. Sur une plus grosse chart, là, c'est pas vraiment un beau graphique. Là. Tu vois là, le genre d'exhaustion gap en monthly potentiel, il n'est pas encore confirmé. Mais si c'est le cas, comme je veux pas être dramatique, là, mais ça, là, comme long way to go, là, mais à suivre, assurément, assurément. Comme, on va commencer par des targets plus réalistes et on verra qu'est-ce qu'il y en est. On verra la situation économique, la situation macro, comment que ça évolue. Mais en ce moment, une chose est certaine, c'est que début 2024, je vous avais mentionné, personnellement, je suis cash jusqu'à mars. Dépendamment de ce qui se passe à mars, on verra. J'ai manqué un bon bateau. Là. Si on regarde, là, je suis trop loin, je suis en weekly, puis on va finir là-dessus. J'ai manqué une bonne portion du bateau. Si on regarde 2024, qui est ici, donc j'ai manqué comme un 10%. Après ça, on a réussi à rentrer un bout.
Même chose cette année. Je vous ai mentionné début 2025. Je vous invite à être excessivement prudent. Et au final, le 10% que j'ai manqué l'année passée sur le début de l'année, bien, techniquement, là, on est rendu plus bas que ça. Donc, le long terme, c'est pas une bonne idée d'essayer de timer les choses, mais avec tous les concepts que je vous enseigne, que ce soit dans les formations, au quotidien dans le Discord, ou même sur YouTube de façon gratuite ici, si vous faites juste considérer les OPEX pour votre DCA, mettons que vous achetez périodiquement là, sur les investir, etc. Si vous faites juste considérer le timing des OPEX, le timing des événements économiques combiné au quad OPEX, au OPEX, etc., juste la journée que vous décidez d'acheter, je vous garantis que ça va faire une énorme différence dans votre average price et surtout dans votre compréhension de qu'est-ce qui arrive. Donc, ce pullback-là, c'est pas comme si on ne l'avait pas vu venir. On l'a vu venir d'avance, on s'est adapté. On l'a vu venir en février sur l'OPEX. On a attendu l'OPEX de mars, que je vous ai mentionné à plusieurs reprises. Ça va être un point critique, un point tournant dans l'année. Et là, on est en plein dedans, les deux pieds dedans. C'est difficile de dire qu'est-ce qui va arriver next. Je vous invite à être excessivement prudent, pas tomber trop dans l'ego, parce que sérieusement, ça peut aller vite. Mais il y a des belles opportunités. Si vous voulez venir day trader et swinguer, on est là en live à tous les jours. Venez nous rejoindre sur le Discord. Souhaite une belle semaine. On se parle plus tard. Salut tout le monde.